Bonjour à tous, donc je reviens vers vous avec cette fameuse enquête sur la Terre plate, enfin plus précisément ce qu'il y a au-delà du continent Terre. Moi ce qui m'intéressait c'est de voir ce qu'il y avait en dessous, ok? Donc écoutez, c'est chose faite, donc je vais vous livrer mes trouvailles. Donc ça va parler à certains et puis d'autres vont trouver ça farfelu. Bon, peu importe, ça reste des théories, des suppositions. Chacun le prend comme il veut, selon son niveau aussi d'avancée, hein. On n'est pas tous sur, on n'est pas tous sur le même niveau de conscience. Donc voilà, je vais vous faire part de mes recherches. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Rachel Fortin, je fais de l'hypnose régressive ésotérique. Donc je fais du nettoyage énergétique. Et puis pendant mon temps de libre, je fais de la recherche de vérité, donc sur les choses cachées. Donc j'ai déjà fait des enquêtes sur le gigantisme, sur les origines de l'humanité, sur bien d'autres choses. Donc je vous ai mis les liens dans la description. Alors il y a pas mal d'enquêtes qui ont été censurées sur YouTube, donc elles sont sur Odyssée. Voilà, donc après c'est à chacun de chercher. C'est vrai que c'est pas évident, mais bon, voilà. Alors là, on va commencer euh, sur une enquête que j'ai faite en 2018. Donc là, ça parlait des dimensions, des étages spirituels. Et je pense que c'est pas mal de commencer par ça pour intégrer une plus grande compréhension. Parce que c'est vrai que c'est pas évident à comprendre entre les dimensions, les étages spirituels. Là, on vit sur du plat. Alors, il y en a qui pensent qu'on vit sur du rond. Voilà, il a été vu que la Terre était finalement plus grande. Alors bon, il y a un joyeux mélange de tout. Donc là, le but, c'est, c'est d'aborder déjà la compréhension des étages spirituels pour que vous puissiez vous faire une approche plus facile, je dirais, hein, parce que c'est pas évident à comprendre tout ça. Nous naviguons, nous, indifféremment entre un corps physique et un corps spirituel. Ok, c'est ce qu'on appelle communément la 5D, de la 5D à la 3D. Donc c'est assez proche. Donc je rappelle que lorsqu'on est sur Terre, donc on arrive en 3D notre corps physique et notre corps éthérique, lui, il est en 5D. Ok? Bon voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, on a un corps physique et un corps éthérique. Et ce que les humains appellent la 4D n'est pas du tout une dimension intermédiaire entre les deux, donc entre la 5D et la 3D. En réalité, on devrait dire la sixième dimension, puis cinquième dimension, et ensuite quatrième dimension. Donc, ce qu'ils appellent aussi la 3D n'est pas le terme exact. Ils parlent de dimension, alors que les corps spirituels parlent d'étages spirituels. Donc, les humains ont donné le nom de 3D parce qu'ils déplacent la matière dans trois directions différentes. Donc, de haut en bas, d'avant en arrière ou de gauche à droite. Donc, en fin de compte, ce nom il est absurde et ça sème la confusion. Donc tout ce qu'on appelle des dimensions sont en fait des étages spirituels. Donc tout est parallèle. En réalité, il y a 12 grands étages spirituels. Alors, ça continue après, mais moi je m'arrête aux 12 grands étages spirituels, ok? Donc, le 12e étage est totalement volatile et éthérique. Tout n'y est que subtil. Donc, on n'a pas de corps là, d'accord? C'est qu'un corps éthérique. C'est là où vivent nos moi supérieurs. Donc nous, sur Terre, nous sommes un fragment de notre moi supérieur. Il nous guide et enfin il nous guide, enfin seulement ceux qui y sont connectés, hein. Comme vous savez, il y a beaucoup de PO qui sont totalement déconnectés de leur âme, malheureusement, qu'ils ne savent même pas qu'ils ont une âme. Donc beaucoup l'ignorent. Et donc, Enora, par exemple, c'est mon moi supérieur, il vit en 12D. Ma Maquia, elle vit en 12D. Voilà. Tous nos moi supérieurs, en fin de compte, vivent en 12D. Donc, je vous invite à regarder le film Nos Solars. Donc, lorsque le docteur il meurt, il se retrouve, lui, en 12D.
on voit que les médecins, ils font une passe sur son corps éthérique. Il n'a plus de corps physique. C'est pour ça que le ventre, il se referme rapidement. Et après, là où on le voit évoluer, c'est l'équivalence de la 12D. Ok? Alors, dans la 12D, ce n'est pas du tout régenté comme chez nous. En 12D, ceux qui sont, il faut faire ses preuves, il faut faire le bien autour de soi, et c'est ceux qui font le plus de bien qui sont le mieux notés. Alors qu'ici, on va dire, c'est ceux qui font le plus de mal. C'est un peu inversé. Ok? Bien. Alors, donc, on va dire que les quatre premiers blocs, hein, donc la premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, ils sont du même seuil. Donc je vous dis, c'est le même bloc. Donc là, c'est les étages misérables, où le taux vibratoire, il est en dessous de zéro. D'accord? Les mauvaises Anunnaki, les démons, les entités du bas astral, elles vivent là, elles. Et par exemple, pour vous donner une idée, un Anunnaki, il va vibrer sur l'échelle de Bovis à moins 300 000. Donc beaucoup me demandent quand je fais une séance pourquoi je fais intervenir ma maquia ou une entité, ça peut être aussi Enora, pendant une séance de dégagement. Eh bien vous avez la réponse. Vibratoirement, si j'ai un télépathe sur une fréquence de 150 000 sur l'échelle de Bovis, eh bien lui il est trop juste vibratoirement, il peut se faire balader. Donc j'appelle donc du renfort pour faire le poids en face, parce que très peu de télépathes évidemment vibrent à plus de 300 000 sur l'échelle de Bovis. Donc c'est donc une protection éthérique. Donc c'est pourquoi je fais appel à une entité. Du coup ça fait un équilibre face à l'entité qui fait elle moins 300 000 sur l'échelle de Bovis. J'espère avoir été clair et que ça vous donne une compréhension de pourquoi je fais appel aux entités de la 12D. Okay? Donc c'est pouvoir faire un équilibre et ne pas prendre de risques avec mon télépathe. Bien, donc là on a vu les bas étages, le marais, quoi, là où les entités du bas astral, elles sont envoyées. Donc c'est les âmes noires, les âmes perdues, elles sont envoyées voilà, au sous-sol. Ensuite, le cinquième étage spirituel est ce qu'on appelle, nous, la 3D. Hein, c'est l'équivalence de notre 3D, voilà, je vous le dis pour comprendre. Donc ça, c'est le début du détachement de la matière lourde. C'est-à-dire que le spirituel commence à se mêler au physique. Donc les corps éthériques avec des fragments d'âme viennent gérer les corps physiques. Donc il y a une guerre entre les 4 étages du dessous et ceux du dessus, donc les 8 autres. Okay? Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la 12D, elle a imaginé le continent Terre pour venir faire une expérience terrestre. Parce que de base, tout était subtil. On n'avait pas de corps physique. Et là, en fait, le continent Terre, il a été créé, lui, pour faire des expériences humaines, pour pouvoir vivre l'amour, pour pouvoir vivre des choses avec les 5 sens, en fin de compte, qu'on n'a pas forcément dans l'éthérique. Dans l'éthérique, par exemple, les relations sexuelles, elles n'existent pas. Ils se prennent plutôt dans les bras. Voilà, dans certaines dimensions, ça n'existe pas. Le côté charnel, amoureux, il est vécu d'une autre façon. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les humains prennent un corps et viennent s'incarner et font des expériences. Donc déjà expérimenter l'amour, mais le vrai, hein, pas l'amour bestial. Hein. On est bien d'accord. Alors, ensuite, on a le 6e étage, donc c'est ce qu'on appelle la 5D. Donc ici, tout est guidé par le spirituel. En 5D, on peut aller très aisément dans la 3D, que nous, on ne peut pas y aller, mais eux, ils peuvent venir facilement. Donc là, ils ont encore un corps physique, simplement, ils sont très spirituels. Eux, ils vivent comme à l'époque des Atlantes. Donc ils peuvent communiquer avec le subtil, ils peuvent communiquer avec leur moi supérieur facilement, ils peuvent communiquer avec à l'autre bout de la Terre, enfin de là où ils sont. Il n'y a pas de problème, quoi. Hein. C'est comme un télépathe qui va se connecter à droite, à gauche, il peut aller n'importe où quand il le souhaite, mais là c'est exactement la même chose. Nous on l'a perdu tout ça, parce que notre glande pinéale, déjà beaucoup ne savent pas qu'ils en ont une,
et puis elle est atrophiée par la nourriture qu'on mange, par les ondes qu'on reçoit, et puis tout est fait pour qu'on oublie qu'on est connecté nous à la source, hein. Donc ça c'est un petit peu le problème de l'humain, il a un corps et il ne sait pas qu'il a un corps éthérique en plus. Voilà. Alors, pour ne pas vous embrouiller davantage, je vais continuer de parler faussement de ces dimensions. Donc, je vais donc continuer d'appeler la 3D la 3D et la 5D la 5D pour que chacun puisse comprendre sans se sentir perdu. Bien. Alors, la 4D, c'est un étage parallèle à la 2D et à la première dimension. Donc, la première dimension correspond à l'enfer, suivant les livres saints. Okay. Et la deuxième dimension, c'est une zone d'attente où se meurent les âmes, de savoir si elles ont une occasion de s'en sortir ou si elles iront aux enfers. Donc ça dépend de ce qu'elles ont fait. C'est une sorte de purgatoire. Donc je vous rappelle, dans nos solars, il y a ce passage purgatoire où lui, il s'est mal comporté durant sa vie, il a été égoïste, il pensait qu'à lui, il ne s'est pas occupé de sa famille, ses patients, il les considérait mal. Donc lui, il s'est retrouvé un peu dans le bas astral jusqu'à ce qu'il demande pardon. Et après, à ce moment-là, la 12D, ceux de la 12D sont venus le chercher. Donc ça correspond à ça. Okay. Alors, dans ces lieux, il y a beaucoup de pièges au moment de la mort. Il y en a beaucoup qui se font leurrer par des faux guides et sont réincarnés à leur insu dans des familles où ça va être très difficile, où ils peuvent se faire battre, violer. Donc moi, j'ai beaucoup de cas personnellement en séance de personnes qui se retrouvent dans des familles où les parents sont eux-mêmes intrusés. Ils ne reçoivent pas d'amour. Donc une séance permet de prendre conscience de la supercherie et de sortir du piège du karma. Okay. Donc ça, c'est l'avantage de faire une séance d'hypnose régressive ésotérique. Donc on nettoie et on donne les clés pour ne plus se faire avoir. Et la 4D est celle qui regroupe toutes les âmes noires, en particulier les mauvaises Anunnaki, les anges déchus. Donc eux, ils sont puissants, ils prennent différentes formes pour leurrer. Et ce sont eux que je vois en séance. Donc en aucun cas, la 4e dimension n'est intercalée entre ce que vous appelez la 3D et la 5D. Ce n'est pas un point de passage. La 3D est directement rattachée à la 5D, donc l'une jouxtant l'autre. Et la 4D est sous la 3D. Et la 3D est prise en sandwich entre la 4D qui est sous elle et la 5D qui est au-dessus d'elle. En 4D, ce ne sont que des Anunnaki qui se montrent sous des aspects différents. Ils vibrent très bas et ont créé quelques races. Donc des races principalement reptiliennes, des hybrides. Donc je vous rappelle qu'ils ont créé ces fameux hybrides ressemblant aux Herthiens. Donc les Herthiens, c'est les premiers habitants sur le continent Terre, très spirituels et sensibles de base et avancés technologiquement. Et ensuite, il y a eu des géants puis des humains sur le continent Terre. Et la supercherie a eu lieu à l'époque Atlante. Pour tromper les humains, pour semer la zizanie, les mauvaises Anunnaki ont créé une race hybride, reptilienne ressemblante comme deux gouttes d'eau aux Herthiens, mais très agressive à l'intérieur, avec l'aspect hertien, et ils ont détruit les récoltes, semé la zizanie, pour que les humains prennent en grippe les Herthiens. Et les Herthiens auraient pu tuer tout le monde car ils sont très avancés technologiquement, mais ils ont préféré vivre sous terre et disparaître. Donc vous pouvez regarder l'enquête sur le gigantisme, j'y aborde le sujet. Et je précise que les reptiliens, les mauvais, sont toujours parmi nous. Ils ont de l'ADN humain et reptilien, et les chefs portent des Goa'uld, ce qui permet à l'Anunnaki, qui est dans la basse dimension, de contrôler le corps humain. Donc je vous invite à regarder mon enquête sur le gigantisme, si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc depuis combien de temps ces Anunnaki ont réussi à venir? Eh bien, il n'y a pas de barrière-temps. C'est un cycle infini, c'est comme une boucle. Ils sont toujours là, tout comme ils ont toujours été là. Tout le monde a été présent ensemble, donc ceux de la haute dimension et celles de la basse dimension. Ils sont toujours là comme ils ont toujours été là, donc tout le monde a été présent ensemble, chacun à son étage spirituel en fin de compte. Donc on a le bas astral et le haut astral, ok? Ça c'est important à comprendre. Chacun était chez soi avant en fait, avant.
Est-ce que les Anunnaki dominent entièrement ou si c'est moitié-moitié? Donc actuellement, en dénombrant les étages spirituels, bah, on réalise qu'il y a plus d'étages spirituels bons que mauvais. Cependant, les forces sont équilibrées et elles le sont toujours. Donc on a 4 étages avec du bas astral et le reste jusqu'à la 12D. Et nous, on est un peu pris en sandwich, quoi. Donc on a l'impression que le mauvais domine parce que la 3D, donc le 5e étage spirituel, là où nous vivons, est très ancré dans la matière et que la plupart des humains ne pensent qu'avec leur corps physique. Ils ne pensent que matière. Et c'est pour cela qu'ils ont cette impression. Vous savez que Anu, lui, il a tout fait pour détruire les connexions éthériques, destruction de la glande pinéale, destruction des grilles cristallines et énergétiques. Donc peu sont connectés à leur moi supérieur ou peuvent partir en transe sur d'autres dimensions. Donc à l'époque Atlante, tout le monde savait le faire, ainsi que la lévitation. Donc ce qui est appelé 3D, bah, c'est le champ de bataille entre le bien et le mal. Parce que le mal, lui, il veut des corps pour jouir de la matière, faire du sexe bestial, tuer, violer, faire le mal, puisqu'il se nourrit, lui, de la douleur. Donc dans mon travail, je vois souvent des cas de possession, le bas astral qui a réussi à interférer une âme et contrôler le corps. Donc ainsi, bah, le démon, lui, peut faire ce qu'il veut en toute impunité. Et on a souvent des témoignages de gens qui font des choses telles que tuer ou violer dans un coup de folie. Eh bien, c'est le bas astral qui a réussi à interférer et il fait ses saloperies en toute impunité au travers du corps. Et après, la personne, bah, elle se retrouve en prison alors qu'elle n'a de base rien fait. C'est le démon qui a pris, qui pilote le corps à ce moment-là. Donc la personne n'a pas fait l'acte consciemment, mais en tout cas c'est son corps. Donc ça c'est le problème et beaucoup de personnes même ne se souviennent même plus l'avoir fait alors qu'ils ont pu être filmés ou il y a eu des témoins ou enfin voilà quoi. Donc c'est assez horrible. Donc le bas astral il fait ça tranquillement et il n'est jamais attrapé au final et après il se nourrit bah, du chaos semé dans les familles. Parfois, c'est des jeunes qui font ça. Hein, et c'est dramatique, quoi. Parce que le jeune, bah, il se retrouve peut-être emprisonné à vie. Et puis les parents, bah, voilà, les parents, ça éclate la famille et tout le monde est triste au final, quoi. Donc le démon, bah, lui, prend possession hein, du corps éthérique au moment du drame. Il se nourrit de la souffrance, de la douleur. Parfois même, il mange le cœur et la personne se retrouve en prison. Donc là, on a plutôt affaire soit à un démon ou à un Anunnaki, quand c'est comme ça. Parce que souvent, les Anunnaki, eux, ils ont besoin, pour se nourrir, de manger du sang. Voilà, quoi. Donc, et la personne, quand ça arrive, quand le démon prend possession, elle peut voir la scène, mais d'un autre point de vue aussi. Donc là, les spectatrices du drame. Alors comment elle peut expliquer ça voilà, quand il y a un procès, comment dire bah, c'est un démon qui a fait ça à ma place. C'est impossible à dire, puis personne ne les croirait. Donc le problème, c'est que ça, ce n'est pas reconnu par la science, ce n'est pas reconnu qu'on a un corps éthérique, ce n'est pas reconnu que le bas astral peut interférer et qu'il y a des cas de possession. Donc là, dans ces cas-là, eh bien, il faut faire un exorcisme, virer le démon, virer l'entité, pour que la personne elle puisse avoir une vie bah, libre. Okay, parce que là, c'est le corps éthérique qui est contrôlé par l'entité. Bien. Donc, la 12D, elle est gérée par des entités très lumineuses. Donc là, on peut les appeler des sages. Hein. Il y en a qui vont les appeler les dieux. Bon, moi, je les appelle des sages. Et ils sont au nombre de 7. Donc, il y a 7 entités qui régissent la 12D et dont une principale. Okay, alors, je suis désolée, il y a de la musique dehors, il y a un concert à l'extérieur. Donc j'espère que vous n'entendez pas trop le son là, mais bon, on va faire avec. Hein. Bien. Donc les sages, ils vivent ainsi et nos moi supérieurs vivent donc en 12D. Nous avons tous en nous un fragment d'âme qui vient de la 12D, qui vient faire l'expérience de la 3D ou bien à une mission en particulier. Donc beaucoup sont piégés une fois sur Terre par le bas astral et ils font plusieurs vies leurrées
en séance, moi j'en vois beaucoup euh, qui, qui, euh, qui se sont incarnés, mais pas de leur fait. C'est parce que le bas astral, au moment de la mort, se montre sous l'aspect d'un ange gardien, d'un guide, d'un proche défunt. Et la personne, bah, elle est contente, elle va la voir, alors qu'en réalité, c'est une entité qui se montre sous l'aspect d'un ange. Donc là, il faut faire toujours attention à ne pas se faire avoir. Je vous recommande de regarder les yeux, parce que les yeux, c'est l'âme. Et si vous voyez des flammes au fond, c'est pas bon. Si vous voyez la pupille, elle est fendue, bah, faut surtout pas y aller non plus. Donc pour les personnes qui sont piégées, eh bien en séance, bah, on coupe ces liens là, on fait prendre conscience qu'elle est piégée, on coupe les liens et puis voilà, après on se fait plus avoir de l'autre côté. C'est vrai que c'est problématique parce que, bah, comme je vous disais avant, on se- elle nous réincarne dans des familles qu'on n'a pas choisies. Ça peut être bah, des familles gérées elles-mêmes par le bas astral et on va se faire tabasser, on va pas évoluer, ça va être très très long et ça va être l'horreur quoi. Ça va être une enfance atroce et tout ce qui s'ensuit derrière, les problèmes psychologiques et compagnie, hein. Donc bien souvent, bah, c'est des âmes évoluées qui se font avoir. Donc attention derrière. Quand on meurt, il faut tout de suite prendre le tunnel, aller au bout du tunnel, et c'est là où les bonnes entités elles sont. Alors il y en a qui disent de ne surtout pas prendre le tunnel. Bah, chacun fera ce qu'il voudra au moment de la mort. Moi personnellement, j'irai dans le tunnel direct. Ok. Ah là là. Bien. Donc le, le cinquième étage spirituel, donc c'est là nous où nous habitons, donc c'est la 3D, ce qu'on appelle nous la 3D, hein, c'est pas le bon nom, mais bon voilà, on va faire avec. Donc là c'est le début du détachement de la matière lourde, et donc c'est un champ de bataille. Donc comme je vous disais, le bas astral veut un corps, et le haut astral, bah, on est déjà nous avec notre âme. Et le bas astral, le but c'est de virer notre âme, c'est de l'éjecter, et de prendre le contrôle de notre corps éthérique. Et à partir du moment où ils ont le contrôle, eh bien, ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est pourquoi, eh bien, sur le continent Terre, eh bien, c'est le chaos à présent, puisque les entités du bas astral, elles ont réussi à sortir de leur étage spirituel. Elles ont réussi à rentrer en 3D et du coup, elles passent leur temps à nous leurrer. Donc on est on est un peu prisonnier, je dirais, du bas astral, qui est totalement invisible, hein, puisqu'elles occupent les corps humains. Donc c'est totalement indécelable. Donc c'est assez compliqué parce que beaucoup bah, d'humains n'ont pas conscience de cela, croient que tout le monde est gentil, tout le monde a les mêmes codes, alors que pas du tout, hein. Toute l'élite, en fin de compte, est intrusée, toute l'élite est hybride. Okay, donc quasiment dans le monde entier. Le cinquième étage spirituel, donc c'est la 3D. Donc là, c'est là où nous sommes. C'est le début du détachement de la matière lourde. Donc là, c'est un champ de bataille. Okay, donc c'est là où bah, nous, on est avec une âme, donc avec un fragment de notre âme. Donc on a un côté spirituel, on a notre corps physique et notre partie spirituelle. Et on a le bas astral qui, lui, tente d'éjecter notre âme pour prendre la place. Okay, c'est pourquoi c'est très compliqué euh, en ce moment le continent Terre, puisque le bas astral a réussi à infiltrer, à rentrer dans notre espace. Donc c'est pourquoi il y a tous ces problèmes actuels. Euh, donc en dessous en dessous du cinquième étage spirituel, on a le quatrième étage. C'est là où on a les entités type Anunnaki. Après, il y a le troisième étage spirituel. Là, il y a des âmes noires, hein, toutes les âmes damnées. Le deuxième étage spirituel, c'est considéré comme étant le purgatoire selon les livres saints. Et le premier étage, c'est l'enfer selon les livres saints. Okay, il y a aussi le niveau zéro. Là où les entités elles ne peuvent plus se développer, c'est le niveau 0. Bien. Alors j'espère avoir été clair. C'est vrai que c'est bon, faut déjà avoir suivi les enquêtes pour un petit peu comprendre. C'est un univers un peu particulier, hein, je conçois. Donc il y en a peut-être beaucoup qui peuvent lâcher, mais voilà, c'est important de comprendre de là où on vit, les étages spirituels, qu'on a un corps physique, un corps éthérique régi par une âme,
et que le bas astral, bah, il tente lui de nous voler notre corps en fin de compte, hein. C'est un peu ce qui se passe. Alors, maintenant, on va voir donc la forme de la Terre. Ok. Alors, vous imaginez la carte de l'ONU et au-dessus avec un dôme artificiel. Donc, vous oubliez la Terre ronde là. Vous imaginez simplement la carte de l'ONU avec un dôme artificiel. Donc ça, c'est une très épaisse couche de plasma qui fait plusieurs kilomètres. Donc c'est infranchissable. Donc la Kabbale, elle a déjà essayé de la percer, mais ça ne marche pas. De base, ce dôme a été mis par la source pour empêcher les invasions extérieures. Donc au moment où l'homme a été posé sur Terre par une porte dimensionnelle, donc il est arrivé de la 12D, okay, on comprend mieux maintenant les étages spirituels, il y a des portes qui permettent de naviguer, bien sûr. Donc je vous invite à regarder l'enquête sur le gigantisme pour comprendre nos origines. Donc c'était une protection ce dôme. Et le bleu qu'on voit, eh bien c'est du plasma, notre ciel. Et tout comme l'écran de plasma, on peut y emprisonner des images. Donc ce qui est projeté représente tout de même la réalité des étoiles au-delà de Gaïa, qui sont tout autour. Donc on a Gaïa et on a les vraies étoiles autour de Gaïa. Ok. Nous, on a une copie d'étoiles calquée sur les vraies étoiles. Donc on va y revenir un peu plus loin tout à l'heure. Donc on peut considérer que voilà, ce qu'on voit, les étoiles, les planètes, ce sont des hologrammes, quoi, d'accord? Et les hologrammes, ils peuvent se filmer. Donc les étoiles et les planètes existent réellement, mais pas sur notre plan. Nous sommes sur du plat, entouré de glace, et donc je suis allée voir ce qu'il y avait plus loin, quoi. Ok. Alors, nous, on est sur du plat, et en dessous, ça fait comme un cône. D'accord? Donc c'est plat et il y a un cône. Donc on va appeler là où nous sommes la galette, quoi. Donc il existe sous notre galette d'autres couches au nombre de 6. Ça fait donc 7 couches plates au total et nous sommes sur le haut de la sphère. Donc entre chaque galette, il y a bien 50 à 60 miles, donc 100 km. Et nous, on a un dôme, mais pas en dessous. Okay. Donc nous, on est tout en haut. Et il y a 6 autres galettes, en fait, en dessous. Donc tout le monde vit sur du plat, en fin de compte. Donc les étoiles sont de vrais soleils, donc de vrais astéroïdes. Et chaque étoile est un soleil énorme. Donc les vraies étoiles, elles sont en dessous par contre. Donc nous, on est enfermés sous notre dôme, mais au-delà des glaces, donc en dessous, eux, ils ont les vraies planètes, les vraies étoiles. Nous, on a une copie si on veut. Voilà. Mais c'était pas pour nous leurrer de base, hein. On a nos étoiles aussi pour pouvoir naviguer en mer, voilà, nous repérer. Bien. Donc, nous, on est enfermés sous le dôme et on ne voit qu'une interprétation, en fin de compte, des étoiles. Tout comme les planètes, Mars, Jupiter, etc. Eux, ils les voient en vrai et nous, ce sont des hologrammes, tout comme les étoiles. Et eux, ils visualisent les étoiles chez eux de leur endroit et ils ont la connaissance de toutes les étoiles. Donc, nos étoiles sont projetées sur le dôme, elles servent à nous repérer en navigation, entre autres, et les vraies, ce qu'on appelle la 5D ou le 6e étage spirituel pour ceux qui ont suivi, sont suspendus en l'air. Donc toutes les autres couches en dessous de nous voient exactement les mêmes étoiles. Un seul lot d'étoiles pour eux tous. Alors là, je vais vous montrer la sphère avec les différentes couches. Donc la photo. Alors, il y a combien de couches sous nous? Donc il y en a 6. Et combien sont habitées? Donc au total, il y a 7 couches, donc avec la nôtre. Il y a la nôtre plus 6 en dessous. Et sur les 7 couches, il y en a 4 qui sont habitées. Les 4 en dessous
de nous, donc les couches inférieures, ne sont pas habitées car elles seraient trop sombres. Il n'y a que les couches à partir du milieu de Gaïa qui sont habitées. Donc les couches inférieures sont très peu habitées. Elles sont exploitées à bon escient donc pour certains minerais. Donc il y a la Terre et les 3 couches qui suivent qui sont habitées. Okay, nous on est là et en dessous il y en a 3 autres. Et celles du bas ne sont pas habitées car elles sont trop sombres. Donc il y a même ce que l'on pourrait appeler une calotte polaire tout en dessous de Gaïa qui formerait presque une 8e couche qui correspond à la nôtre au-dessus. Et celle-ci est encore moins habitée. Il ne fait pas froid, mais c'est trop sombre, hein, c'est pas habitable. Donc dans les 3 couches en dessous, les Hertziens, des Géants, des Atlantes vivent là. Et chaque couche a quand même une race prédominante. Mais aujourd'hui, tout le monde se mélange. Les gens sont très bien accueillis dans n'importe quelle couche, que ce soit Hertziens, Atlantes, Rumbéo, Hyperboréens, il n'y a aucun souci. Donc ils peuvent se balader sur les autres couches facilement par des portes. Donc ils ont leur porte des étoiles et chaque couche a plusieurs portes. Et chaque porte est programmée pour aller que dans une seule dimension. Et à côté de ça, chaque couche a des portes interdimensionnelles. Donc là, ce sont des portes qui permettent d'aller dans les autres dimensions. Donc d'aller en 6D, en 7D, en 8D, voilà, jusqu'à la 12D. Donc c'est pour avoir accès à ces autres dimensions et ça s'arrête à la 12D. Donc par exemple pour aller en 12D, il y a un conseil des sages. Donc chaque couche a un conseil des sages. Même quand tu veux passer d'une dimension à une autre, tu as comme un visa. Il faut une autorisation, même si c'est juste pour visiter. Okay, donc, entre couches, ils peuvent aller où ils veulent quand ils veulent. Par contre, pour aller dans les autres dimensions, à partir donc de la dimension supérieure, ils ont besoin d'un visa. Voilà, on ne va pas comme ça en 12D, on doit faire la demande. Okay, alors, question. Si la Terre est plus grande, tourne-t-elle quand même et va-t-elle aussi à une vitesse folle dans le cosmos? Alors, la Terre, elle ne tourne pas. Et si elle tournait, ce serait comme dans une centrifugeuse. On serait tous expulsés à l'extérieur. Donc c'est censé tourner à 3600 km à l'heure. Donc mettez des feuilles de salade dans une essoreuse à salade, faites-la tourner au maximum, puis laissez-la s'arrêter tout doucement et ouvrez-la. Toutes les feuilles de salade ont été projetées sur les parois extérieures de la centrifugeuse. L'eau a traversé le panier à salade pour être projetée à l'extérieur. Et une fois qu'on arrête, les gouttes redescendent en bas. Eh bien, si la Terre tournait à une vitesse folle, comme on nous le dit, on serait tous éjectés de la planète et il n'y aurait plus une goutte d'eau. Pourquoi la physique qui s'applique sur Terre ne s'appliquerait-elle pas à l'extérieur de la Terre? Elle s'applique exactement comme sur Terre. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'espace que ce ne sont pas les mêmes lois, donc c'est faux. On va dire que c'est l'attraction terrestre. Eh bien, permettez-moi d'en douter parce que les scientifiques disent que le fait que la Terre tourne, elle crée sa propre attraction. Et comme elle est une masse dense et qu'elle attire à elle. Alors prenez une bille en acier, mettez-la entre 3 champs magnétiques en lévitation et faites-la tourner le plus vite possible entre vos doigts. Sans la décrocher du champ magnétique, vous prenez les petits bouts de papier et une fois qu'elle est lancée et qu'elle tourne, regardez si les papiers sont attirés par la bille. Vous essayez de jeter dessus les petits bouts de papier et vu que cette masse est lourde et tourne, pourquoi n'accroche-t-elle pas les bouts de papier qui sont plus légers qu'elle? Les petits bouts de papier devraient se coller à cette masse. Pourquoi ça ne le fait pas? Il semblerait que Tesla ait fait l'expérience en mettant cette bille sous vide et il avait pris soin de placer de la sciure de bois tout autour et la bille tournait à environ 200 tours par minute, ce qui est bien supérieur à la vitesse de la Terre. Et cette bille n'a jamais attiré le moindre gramme de sciure sur elle. Donc ça prouve que la Terre ne tourne pas sur elle-même. Elle est statique. Alors une autre question. Je suis ouvert à n'importe quelle théorie. Comment expliquer alors l'inversion prouvée du sens de rotation de l'eau dans un lavabo qui se vide? Donc c'est simple à vérifier. Vous videz votre lavabo. Si vous vivez au nord de l'équateur et vous demandez à n'importe quel habitant situé au sud de l'équateur d'en faire de même,
Alors, oui, la Terre subit un champ magnétique qui est généré par Gaïa et non par elle-même. Ce champ magnétique a pour conséquence que l'eau aurait tendance à s'écouler dans un sens au pôle Nord et dans l'autre sens au pôle Sud. Cependant, l'eau fait ce qu'on lui demande. On peut très bien la faire tourner en opposition de son sens naturel d'écoulement. Ça ne prouve en rien que la Terre est ronde, juste qu'un champ magnétique la traverse et qu'il a un pôle situé au pôle Nord et que toute la périphérie du pôle Sud représente l'autre pôle. Si vous prenez un aimant en forme de barre, vous avez un pôle Nord d'un côté et le pôle Sud de l'autre. Si vous agitez cet aimant, vous créez un champ magnétique alternatif qui vibre et qui fait réagir l'eau. Faites cette expérience, vous mettez l'aimant dans un bocal rond, un bocal à poisson, rempli d'eau, et faites tourner cet aimant sur le sens de sa hauteur. Vous devriez avoir un tourbillon à gauche dans la moitié du bocal et un tourbillon à droite dans l'autre moitié du bocal. Est-ce le cas? Non. Donc cette théorie est totalement fausse. L'inversion n'est pas due à la rotation de la Terre, mais bien au champ magnétique. Donc le Thor. Et le Thor, lui, il traverse la Terre, du haut jusqu'en bas. Pourquoi on voit les aurores boréales certains mois dans l'année? Les aurores boréales sont le résultat du Soleil, mais pas le nôtre. Pas le Soleil artificiel, mais celui de Gaïa. Il prend parfois des positions où il arrive à éclairer tout l'intérieur de Gaïa. Il traverse tout Gaïa. Et donc, ses rayons ressortent au pôle Nord, ce qui donne ces aurores boréales. Donc la variante des couleurs de ces aurores sont dues au puissant champ magnétique du Thor de Gaïa. Donc voilà, là je vous ai mis le dessin avec le Thor et avec les galettes, donc au nombre de 7. Et le Soleil, il fait le tour, lui, il fait le tour de Gaïa, de haut en bas, et lorsqu'il est tout en bas, eh bien, les sillons du Soleil remontent par le Thor, et ça ressort du coup au pôle Nord chez nous. Et c'est pour ça qu'on voit parfois ces aurores, ces fameuses aurores boréales. Ok? Donc le pôle Nord qui est tout petit en fin de compte, hein, il est au milieu du continent Terre, au milieu de la carte de l'ONU. Alors question, avec la thèse de la Terre plate, comment explique-t-on les phénomènes des éclipses, surtout celles de la Lune? Notamment à quoi correspondrait la courbure de l'ombre visible sur l'astre éclipsé? Comment expliquer les différences d'angle du Soleil suivant les latitudes? Comment expliquer les levées et les couchers du Soleil à des heures successives suivant les longitudes, et tout cela en 24 heures? Pourquoi il y aurait des saisons inversées entre les deux hémisphères? À quoi correspondrait l'équateur si la Terre était une partie plate d'une grande Gaïa ronde? Pourquoi seulement cette partie serait plate? Alors, s'il y avait eu mensonge sur la forme de la Terre, pourquoi tous les grands clairvoyants de toutes les époques ne l'auraient pas détecté? Et quel aurait été le but du mensonge? Alors voici la réponse. Tous les prophètes, tous les grands voyants, tous ceux qui ont eu des visions, même les bons télépathes, hein, même des preuves que la Terre n'était pas ronde, ont été soit éliminés, soit tellement harcelés qu'ils n'ont pu défendre cette théorie de la Terre plate. Donc on les fait très vite taire. Deuxième chose, c'est que ceux qu'on surnomme l'élite ont compris qu'on ne pouvait pas quitter la Terre, qu'il était impossible de traverser le dôme. Je rappelle qu'il a été mis par la source, donc de base pour protéger les invasions extérieures. Donc regardez l'enquête sur le gigantisme. Donc la meilleure des solutions, c'était de faire croire qu'une nation puissante pouvait aller dans l'espace. Pour ce faire, on ne pouvait pas parler de terre plate, on ne pouvait parler que de terre ronde, puisqu'il n'y a pas, on n'a pas accès réellement aux autres planètes. Hein. Nous, on est sous le dôme. Donc oui, effectivement, les astres et les étoiles, eux, sont parfaitement sphériques. Donc les vrais visibles de la 5D, ils sont sphériques. On a donc commencé la propagande de la Terre sphérique pour que le plan qu'ils allaient élaborer puisse fonctionner. Donc première raison, le fait de dire qu'on a une Terre sphérique comme les astres a permis à l'élite de nous faire croire qu'on pouvait aller sur les autres planètes, alors que c'est faux.
on peut y aller, mais que par une porte dimensionnelle, et sûrement pas par une fusée. Et vous vous doutez bien que les portes dimensionnelles, bah, on n'y a plus accès, ou alors ceux qui ont accès, bah, c'est l'élite, c'est toujours les mêmes, hein. Et la deuxième, c'est que si on arrivait à faire croire au monde entier que la Terre est ronde, bah, on pourrait par la suite leur faire croire n'importe quoi. C'était une première forme d'esclavage mental, une première forme d'obéissance et de soumission de l'homme, de l'être humain par rapport à l'élite. Donc l'élite dit et on croit. Et si on croit que la Terre elle est ronde, eh bien c'est une forme de domination mentale de croire tout ce que dit l'élite. On a mis un État à l'honneur, donc les États-Unis. Ils ont fait toute cette mascarade en disant qu'ils étaient allés sur la Lune. Donc je vous rappelle que ceux qui sont allés sur la Lune, ils n'ont jamais voulu, ils n'ont jamais voulu mettre la main sur la Bible. Donc posez-vous des questions. Alors, autre question. Comment explique-t-on les phénomènes des éclipses, surtout celles de la Lune, notamment à quoi correspondrait la courbure de l'ombre visible sur l'astre éclipsé? Donc le Soleil artificiel de la Terre, il a environ à 5500 km de hauteur d'altitude. Et la Lune, elle est environ à 5000 km. Donc elles ont deux diamètres identiques, hein, c'est comme deux gros macarons. Et il arrive que leurs chemins se croisent. Donc voilà pourquoi. Donc donc là je vais vous montrer la lumière, le soleil avec la lampe. Alors, je vais vous montrer sur l'assiette comment circule le soleil. Donc là ici, donc on a le pôle sud et le pôle nord ici, ok? Et là vous imaginez donc c'est la carte de l'ONU. Et tout autour, donc, on a la glace. Tout autour, nous, on est recouvert de glace. Hein. Ok. Alors, le Soleil et la Lune, il faut une rotation complète en 24 heures. Donc, ça part du bas et on remonte. Donc, plus les rotations sont courtes, et le plus le tour est lent et inversement. Donc, ça tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre. Alors, regardez. Vous voyez avec la lampe ? Voilà, le soleil, on va dire qu'il part d'en bas, donc du pôle nord, du pôle sud, pardon, et il fait le tour comme ça. Il fait une rotation, donc dans le sens d'une aiguille d'une montre, c'est par là. Comme ça, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Okay. La Lune aussi, hein, elle tourne. Enfin, la Lune, le Soleil, il tourne. Alors pas au même moment, mais parfois ils se croisent. Voilà, ce qui fait les éclipses. Donc vous voyez. Tout n'est pas éclairé là, sur le continent Terre. Selon comment je mets ma lampe, ça éclaire juste une partie, on est d'accord. Et donc, ça avance comme ça avance comme un escargot. Donc au fur et à mesure, les cercles sont moins grands, et ça avance comme ça, comme un escargot. Voilà, comme ça. Comme ça. Vous voyez? Vous comprenez le principe? Donc là, quand c'est au milieu, ça éclaire le pôle nord. C'est pour ça que parfois il y a 3 mois où c'est éclairé non-stop. Parce que là, les tours ils sont tellement petits que ça dure jusqu'à 3 mois. Alors je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, mais là c'était pour voir un petit peu le principe. Donc je recommence. Donc le Soleil et la Lune font une rotation complète en 24 heures. Donc ça part du bas et on remonte. Donc plus les rotations sont courtes et plus le tour est lent et inversement. Donc ça tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre. Okay. Donc vous pouvez voir que lorsque le Soleil il éclaire un endroit, eh bien il y a d'autres endroits qui ne sont pas éclairés, on est bien d'accord. Donc c'est ce qui explique que lorsque le Soleil il est en bas, eh bien en haut, il fait nuit. Et inversement. Quand il remonte, eh bien il fait jour en haut et il fait nuit en bas. Donc, le Soleil, il fait cette rotation en 24 heures. Donc, il part du bas, il remonte, plus il remonte, et plus les rotations sont courtes, et plus le tour est lent. Oui, parce qu'au début, là, vous voyez que quand il est au pôle sud, c'est large. Donc, il fait des grands tours. Plus rapide. Et au fur et à mesure
que ça se rétrécit puisque ça part comme une coquille d'escargot, eh bien les tours deviennent beaucoup plus lents parce que les tours sont plus petits. D'accord? Et il finit par arriver au milieu, donc le pôle Nord. Et là, il reste au moins 3 mois éclairé au pôle Nord. Alors, je vais vous donner l'explication. Je vais rallumer tout. Alors, je rallume et je vais continuer l'explication. J'espère que vous avez compris. Ouais, c'est pas évident à expliquer, hein. Alors, donc, quand il fait jour et nuit, d'un autre côté, c'est par rapport à là où est le soleil. Donc, il éclaire qu'à un certain endroit. Bon. Donc, on a vu, vous prenez la carte de l'ONU, donc ça tourne. Donc, les 365 jours, c'est équivalent à une année. 365 tours de la Terre, ils commencent donc au pôle Sud, et les tours sont de plus en plus petits car ils se rapprochent du pôle Nord. Et ensuite, il revient quand il arrive au 21 juin, donc au bout de 6 mois, il repart. Donc là, je remontre. Le soleil, au bout de 6 mois, il part de là, il arrive au milieu, au bout de 6 mois, et après, il repart. Il refait des tours, il repart. Voilà. Okay, et il se retrouve de nouveau ici. Ce qui explique que pendant 3 mois ici, il fait nuit, et pendant aussi je ne sais plus combien de mois, il fait jour. Mais oui, parce que le soleil, il est là. Il ne peut plus éclairer au milieu. Okay, donc c'est logique tout ça, quoi. c'est logique. Donc, il commence au pôle Sud en janvier, pendant 182 jours. Il fait le tour de la Terre plate, un tour toutes les 24 heures, donc ils sont de plus en plus petits. Il va donc ralentir car le Soleil se rapproche du pôle Nord. Puis au 21 juin, il se retrouve pile au-dessus du pôle Nord, donc la période où il fait jour presque 3 mois, donc le début mai à fin juillet, et il fait presque tout le temps jour car les tours sont petits et il commence sa descente. Okay, donc vous vous direz que à partir du 21 juin, le Soleil continue de faire des tours, mais cette fois-ci de plus en plus grand, car il s'éloigne du pôle Nord et il s'approche du pôle Sud. Donc il revient à son point de départ. Et il commence à descendre vers le pôle Sud en tournant toujours dans le même sens. Donc, il part du pôle Sud, il met 6 mois pour aller au pôle Nord et 6 mois pour redescendre. Donc un aller-retour, c'est une année. Et une année complète est un aller-retour. Donc durant ces cycles, il croise 4 fois la Lune dans l'année, ce qui crée les éclipses. Alors, je demandais, mais pourquoi parfois on nous dit ouais, il y a des éclipses tous les 10 ans, tous les 20 ans, c'est exceptionnel. Enfin, Alors, en fin de compte, il y a de toute façon 4 éclipses par an. C'est obligé, ok ? Mais il y a des moments où les éclipses tombent en plein devant un continent, donc elles sont visibles. Il y a toujours des éclipses totales, toujours, donc sauf qu'elles ne tombent pas toujours au moment où la Lune passe devant le Soleil, devant un continent. Donc certains marins ont vécu des éclipses totales en mer, alors que personne n'en parle. Et l'éclipse n'a pas été visible depuis le continent. Donc j'invite les marins à mettre leur témoignage s'ils ont déjà vécu une éclipse non annoncée. Donc la Lune, elle tourne aussi, elle, dans le même sens que le Soleil, mais moins vite. Alors, à quelle dimension exacte de Gaïa le diamètre maxi est son anneau le plus grand? Alors, je rappelle que on est sur le continent Terre, on est en haut, et au fur et à mesure qu'on descend, l'anneau est plus large, d'accord? Ce qui fait un rond au final. C'est un rond, mais avec des anneaux à l'intérieur. Alors, l'anneau le plus grand, celui du milieu, donc il fait 667 km de diamètre et le continent Terre recouvre environ 10 à 11%. Hein. Donc nous, on est en haut, on représente 10 à 11% du continent Terre.
Et donc en dessous, il y a les 6 autres continents plats. Alors sont-ils tous en 5D ou plus? Alors oui, tout est en 5D. Donc il faut prendre une porte pour aller dans les autres dimensions. Et la 5D, donc c'est très proche de chez nous. Ils ont des corps, comme nous, des corps physiques, mais ils sont beaucoup plus spirituels que nous, quoi. Eux, ils peuvent se connecter plus facilement au subtil. Nous, on a perdu tout cela à cause de la manipulation subie par les mauvais Anunnaki et nos contrôleurs reptiliens et tous les suppôts de Satan qui leur obéissent. Donc j'espère que c'est plus clair pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Alors évidemment, voilà, c'est nouveau, ça peut paraître bizarre, peut-être que je me suis mal expliqué. J'ai essayé d'être le plus clair possible. C'est vrai que ce sont des concepts nouveaux, donc c'est pas évident à expliquer. Puis j'ai pas vraiment voilà, les outils, bon, je fais avec les moyens du bord. J'ai d'ailleurs acheté exprès la petite lampe. Voilà, une petite lampe pour vous montrer ça sur l'assiette. Mais c'est vrai que quand on regroupe tout, eh bien ça a du sens. Donc je vous rappelle qu'il y a un bouquin qui est sorti, Flat Earth Fake. Donc voilà, il y a tout un tas de questions qui ont été posées et qui prouvent que la Terre elle est plate. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses qui le prouvent. Donc je vous conseille soit d'acheter son bouquin ou bien de regarder ses vidéos. Il y a une vidéo qui existe là-dessus. Donc c'est Eric Dubé qui a fait ce bouquin-là en français. Et donc voilà, tout regroupé, je pense qu'effectivement il y a moyen de se poser des questions et de se dire qu'effectivement il y a anguille sous roche. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que vous avez fait grandir votre conscience. Donc pour ceux qui se posent des questions, c'est intéressant. Pour ceux qui ne croient en rien, eh bien, c'est peut-être le début de se poser les bonnes questions, peut-être de revoir la théorie de la Terre ronde qui tourne. J'invite tout le monde à faire ses propres recherches. Et voilà, moi je suis une des rares en hypnose régressive ésotérique à avoir capté que la Terre elle était beaucoup plus grande. Alors il y en a peut-être de plus en plus pour l'instant, mais bon, moi ça date de 2018, on a capté ça et puis voilà, ça n'a fait que continuer et puis on n'a fait que creuser et puis trouver d'autres choses. Donc bien garder en tête qu'il existe des portes dimensionnelles, qu'il existe d'autres mondes, qu'il existe aussi des mondes parallèles. Enfin ça fera peut-être l'objet d'une autre enquête plus tard. Donc je vous souhaite bonne recherche et puis à bientôt. Au revoir.